Cette vidéo explore les insights profonds de Carl Jung sur la connaissance de soi féminine comme source ultime de pouvoir personnel et de protection. Elle valide les femmes qui ont survécu aux relations toxiques et aux dynamiques familiales dysfonctionnelles, positionnant leur parcours vers la conscience de soi comme un éveil spirituel sacré qui les rend intouchables face à la manipulation, au gaslighting et aux abus émotionnels. Guider les femmes à travers le processus transformateur de la connaissance de soi profonde, les aidant à reconnaître leur voyage de victime, à être souverains tout en fournissant une validation psychologique et un empowerment spirituel à travers la sagesse de Jung. La femme la plus courageuse est celle qui écoute sa voix intérieure et lui fait confiance, même quand le monde entier lui dit qu'elle a tort. Ces mots de Carl Jung résonnent avec une vérité qui traverse les âges, et si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que quelque chose en vous reconnaît cette vérité profonde. Si vous avez déjà eu l'impression de voir à travers les masques des gens pendant qu'ils vous appellent trop sensible, vous n'êtes pas brisé. Vous vous éveillez à quelque chose qu'ils craignent. Cette sensibilité qu'ils ont essayé de vous faire taire, c'est votre super pouvoir. Cette intuition qu'ils ont qualifiée de paranoïa, c'est votre sagesse ancestrale qui se réveille. Jung comprenait que l'individuation, ce processus de devenir pleinement soi-même, n'est pas un chemin facile. C'est un voyage qui demande du courage, car il nous oblige à affronter non seulement qui nous sommes vraiment, mais aussi qui nous ne sommes pas. Il nous force à distinguer notre soi authentique de tous les masques que nous avons portés pour survivre dans un monde qui récompense la conformité. Permettez-moi de vous parler de Maya. Pendant des années, Maya a vécu dans l'ombre de sa famille dysfonctionnelle, toujours en train d'essayer de maintenir la paix, de lisser les conflits, de porter les émotions que les autres refusaient de ressentir. Sa famille l'appelait leur rayon de soleil, leur gardeuse de paix. Mais au fond d'elle-même, Maya se sentait épuisée, vidée, comme si elle perdait un peu plus d'elle-même chaque jour. Le jour où Maya a commencé à poser des limites, quand elle a dit non aux demandes constantes, quand elle a refusé de porter la responsabilité des émotions de sa mère, quand elle a osé exprimer sa propre vérité, sa famille a changé de ton. Soudain, leur inquiétude pour elle s'est révélée être du contrôle pur et simple. Leur amour conditionnel s'est transformé en colère et en manipulation. C'est à ce moment-là que Maya a compris une vérité fondamentale. Ce qu'elle avait pris pour de l'amour était en réalité un système conçu pour la garder petite, docile et au service des besoins des autres. Son éveil n'était pas un problème à résoudre, c'était sa libération qui commençait. Jung parlait de l'ombre, cette partie de nous-mêmes que nous réprimons parce que la société nous dit qu'elle n'est pas acceptable. Pour beaucoup de femmes, cette ombre contient leur force, leur colère légitime, leur capacité à dire non, leur instinct de protection. Nous apprenons très tôt à enfouir ces aspects de nous-mêmes, créant ce que Jung appelait un faux soi, une personnalité construite pour plaire et pour survivre, mais qui nous coupe de notre essence véritable. Le processus d'individuation nous invite à récupérer ces parties perdues de nous-mêmes. Il nous demande de faire la paix avec notre ombre, de l'intégrer plutôt que de la nier. Car c'est seulement quand nous embrassons la totalité de qui nous sommes, lumière et ombre, douceur et force, amour et colère, que nous devenons vraiment invulnérables aux manipulations extérieures. Cette invulnérabilité n'est pas de l'indifférence ou de la froideur. C'est quelque chose de bien plus profond. C'est la paix intérieure qui vient de la connaissance de soi complète. Quand vous savez exactement qui vous êtes, quand vous avez fait la paix avec tous les aspects de votre être, les opinions des autres perdent leur pouvoir sur vous. Les tentatives de manipulation rebondissent sur votre authenticité comme des flèches sur une armure invisible. Vous commencez à comprendre que leur besoin de vous diminuer révèle leur propre peur de votre lumière. Leur disconfort face à votre authenticité expose leur propre déconnexion de leur vérité intérieure. Vous n'êtes plus dans la réaction, vous êtes dans la réponse consciente. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment quand Jung dit qu'une femme qui se connaît devient intouchable? Ils vous ont appris que votre valeur venait du fait de plaire aux autres, mais c'était le premier mensonge qui vous a gardé petite. Ce conditionnement insidieux commence dès l'enfance et s'infiltre dans chaque aspect de notre être jusqu'à ce que nous perdions le contact avec notre boussole intérieure. Jung distinguait clairement entre la persona, ce masque social que nous portons pour naviguer dans le monde, et notre soi authentique. La persona est nécessaire pour fonctionner en société. Mais le problème survient quand nous commençons à croire que nous sommes ce masque. Quand notre identité devient entièrement dépendante de la façon dont les autres nous perçoivent et nous valident. Pour les femmes, cette programmation est particulièrement pernicieuse. Dès notre plus jeune âge,
On nous apprend que notre valeur réside dans notre capacité à être aimable, à ne pas faire de vagues, à prendre soin des besoins des autres avant les nôtres. On nous récompense quand nous sommes sages, dociles, accommodantes. Et on nous punit par la culpabilité, la honte ou le retrait d'affection quand nous osons exprimer nos besoins ou nos limites. Cette programmation s'enracine si profondément qu'elle devient notre système d'exploitation par défaut. Nous développons ce que Jung appelait des complexes, des schémas psychiques automatiques qui nous font réagir de manière prévisible aux situations. Le complexe de la gentille fille devient notre prison dorée, nous gardant dans un cycle perpétuel de recherche d'approbation. L'inconscient collectif, ce réservoir d'expériences partagées par l'humanité, renforce ces schémas. Pendant des millénaires, les femmes ont survécu en étant agréables, en évitant les conflits, en se rendant indispensables par leur sacrifice. Ces stratégies de survie sont devenues des archétypes profondément ancrés dans notre psyché collective. Mais voici ce que personne ne vous dit, ce qui était une stratégie de survie dans le passé est devenu une prison dans le présent. Prenons l'exemple d'Elisa. Pendant des années, Elisa a attiré les mêmes types de partenaires. Des hommes qui avaient besoin d'être sauvés, qui drainaient son énergie émotionnelle, qui la valorisaient pour ce qu'elle pouvait leur donner plutôt que pour qui elle était vraiment. Elle s'épuisait dans ses relations, donnant toujours plus, espérant secrètement que son sacrifice serait finalement reconnu et récompensé. Le schéma était toujours le même. Au début, il l'adorait pour sa compassion et sa générosité. Mais progressivement, il commençait à prendre ses qualités pour acquises, puis à les exploiter. Et quand Elisa osait exprimer ses propres besoins, il la faisait se sentir égoïste et insensible. Ce n'est que quand Elisa a commencé à comprendre les dynamiques animus dont parlait Jung qu'elle a pu voir le schéma clairement. L'anima, l'aspect féminin dans la psyché masculine, cherchait en elle une mère de remplacement plutôt qu'une partenaire égale. Et son animus, son aspect masculin intérieur, était sous-développé, l'empêchant de défendre ses propres intérêts avec force et clarté. La transformation d'Elisa a commencé quand elle a arrêté de demander la permission d'exister pleinement. Au lieu de modifier son comportement pour maintenir la paix, elle a commencé à honorer ses instincts. Au lieu d'étouffer sa voix intérieure pour éviter les conflits, elle a choisi l'authenticité, même quand c'était inconfortable. Le changement était radical. Les hommes qui l'avaient attirée auparavant perdaient soudainement tout intérêt, non pas parce qu'elle était devenue moins aimable, mais parce qu'elle n'était plus disponible pour jouer le rôle de mère de remplacement ou de thérapeute gratuite. En retour, elle a commencé à attirer des personnes qui appréciaient sa force autant que sa douceur, qui respectaient ses limites au lieu de les tester constamment. Cette transformation illustre parfaitement ce que Jung voulait dire quand il parlait d'individuation. Ce n'est pas devenir égoïste ou insensible, c'est devenir complet. C'est intégrer tous les aspects de notre personnalité au lieu de nier certaines parties pour plaire aux autres. Le moment où vous arrêtez de jouer la comédie pour les autres est le moment où votre vrai pouvoir commence. Car votre pouvoir ne réside pas dans votre capacité à vous adapter aux attentes des autres, il réside dans votre capacité à rester fidèle à vous-même, quelles que soient les circonstances. Chaque fois qu'ils vous ont dit que vous étiez trop, ils vous montraient en fait où vivait votre pouvoir. Cette révélation change tout, car elle transforme chaque critique, chaque tentative de vous diminuer, en une carte au trésor pointant vers vos dons les plus précieux. Jung révolutionnait la psychologie quand il a introduit le concept d'ombre, cette partie de notre psyché qui contient tous les aspects de nous-mêmes que nous avons appris à rejeter, à nier ou à cacher. Pour la plupart des femmes, l'ombre contient précisément les qualités qui pourraient les libérer. Leur colère légitime, leur capacité à dire non, leur instinct de protection féroce, leur ambition, leur sensualité, leur puissance naturelle. La société patriarcale a habilement identifié ces aspects du féminin comme dangereux et les a systématiquement réprimés. On nous a appris que la colère n'était pas féminine, que l'ambition était égoïste, que dire non était méchant, que protéger nos frontières était froid. Progressivement, nous avons refoulé ces parties vitales de nous-mêmes dans l'ombre, créant des personnalités incomplètes et vulnérables. Mais l'ombre, comme Jung l'expliquait, ne disparaît jamais. Elle s'accumule dans l'inconscient, créant une pression interne, des symptômes physiques, des explosions émotionnelles incontrôlées ou, ironiquement, une attraction vers des personnes qui expriment ouvertement ces qualités refoulées. C'est pourquoi tant de femmes gentilles se retrouvent attirées par des hommes colériques ou dominateurs, ils expriment l'ombre qu'elles ont niée en elles-mêmes.
Le travail sur l'ombre n'est pas une option dans le processus d'individuation, c'est une nécessité absolue. Car tant que nous restons divisés contre nous-mêmes, tant que nous rejetons des parties vitales de notre être, nous restons vulnérables à la manipulation de ceux qui sont prêts à exploiter cette division intérieure. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Clara. Clara était la fille parfaite, toujours souriante, toujours accommodante, toujours prête à sacrifier ses propres besoins pour maintenir l'harmonie familiale. Mais sous cette façade parfaite, une rage sourde s'accumulait. Cette rage se manifestait par des migraines constantes, une fatigue chronique et des explosions occasionnelles qui la terrifiaient tellement qu'elle redoublait d'efforts pour être gentille. Le tournant est venu quand Clara a réalisé que sa colère n'était pas un défaut à corriger. C'était une messagère porteuse d'informations cruciales. Sa rage lui disait que ses limites étaient violées, que ses besoins étaient ignorés, que sa vérité était étouffée. Au lieu de l'étouffer, elle a commencé à l'écouter. Cette écoute l'a menée à une découverte révolutionnaire. Sa colère était intimement liée à sa compassion. Elle était en colère parce qu'elle se souciait profondément de la justice, de l'authenticité, de l'amour véritable. Sa rage était la gardienne de ses valeurs les plus profondes, la protectrice de son intégrité. Quand Clara a commencé à intégrer sa colère consciemment, à l'exprimer de manière constructive plutôt que de l'exploser de manière destructive, tout a changé. Elle a découvert qu'elle pouvait dire non avec fermeté sans être cruelle. Elle pouvait défendre ses convictions sans être agressive. Elle pouvait poser des limites claires sans être coupante. Cette intégration de l'ombre crée ce que Jung appelait la wholeness, la complétude. Quand nous récupérons et intégrons ces aspects niés de nous-mêmes, nous cessons d'être des personnalités partielles en quête constante de validation externe. Nous devenons des êtres complets, autonomes, capables de naviguer dans le monde à partir de notre centre plutôt que de nos blessures. L'archétype du guérisseur blessé prend ici tout son sens. Nos blessures, une fois intégrées et transformées, deviennent nos plus grandes forces. La femme qui a appris à embrasser sa colère devient capable de protéger les autres avec une force tranquille. Celle qui a intégré sa capacité à dire non peut offrir des oui véritables et puissants. Ce processus transforme également notre rapport à la projection psychologique. Quand nous sommes divisés contre nous-mêmes, nous projetons nos aspects niés sur les autres, nous les détestons pour les qualités que nous nous refusons, ou nous les idéalisons pour celles que nous n'osons pas développer. Mais quand nous intégrons notre ombre, ces projections cessent. Nous voyons les autres plus clairement, sans les filtres de nos propres refoulements. Cette clarté nous rend effectivement intouchables aux manipulations. Car la manipulation fonctionne en exploitant nos zones d'ombre, nos culpabilités non résolues, nos besoins non reconnus, nos peurs non intégrées. Quand nous connaissons et acceptons tous les aspects de nous-mêmes, ces leviers de manipulation perdent leur efficacité. Quand vous réclamez chaque partie de vous-même qu'ils vous ont dit de cacher, vous devenez imparable. Pas parce que vous devenez dur ou insensible, mais parce que vous devenez complète. Et une femme complète, qui connaît et assume tous les aspects de sa nature, représente une force de transformation que rien ne peut arrêter. Votre intuition n'est pas de la paranoïa, c'est une sagesse ancienne que les personnes toxiques veulent désespérément que vous ignoriez. Cette distinction est cruciale, car c'est souvent par le doute sur notre propre perception que commence notre asservissement émotionnel. Jung avait une compréhension profonde de ce qu'il appelait la psychologie féminine et reconnaissait que les femmes possèdent des modes de connaissance qui transcendent la logique purement rationnelle. Cette connaissance intuitive, cette capacité à percevoir les dynamiques sous-jacentes, les intentions cachées, les vérités non dites, représente l'un des aspects les plus puissants de la psyché féminine. Mais notre société, obsédée par la rationalité masculine, a systématiquement dévalué et ridiculisé cette forme de sagesse. On nous a appris à douter de nos instincts, à chercher des preuves rationnelles pour chaque intuition, à nous excuser pour notre capacité à lire entre les lignes. Cette déconnexion de notre sagesse intuitive nous laisse vulnérables et perdus dans un monde qui privilégie l'intellect au détriment de la connaissance du cœur. L'histoire de Sophie illustre parfaitement cette dynamique. Sophie était en relation depuis 2 ans avec un homme qui, sur le papier, était parfait. Il était intelligent, successful, charmant avec ses amis et sa famille. Pourtant, quelque chose en elle se contractait en sa présence. Elle ressentait une tension inexplicable, une vigilance constante qu'elle ne parvenait pas à justifier rationnellement. Sa famille et ses amis adoraient ce partenaire.
Quand Sophie essayait d'exprimer ses inquiétudes, on lui disait qu'elle réfléchissait trop, qu'elle était trop exigeante, qu'elle devrait être reconnaissante d'avoir trouvé quelqu'un d'aussi merveilleux. Progressivement, Sophie a commencé à douter de ses propres perceptions, se convainquant que le problème venait d'elle. Ce n'est que des mois plus tard, quand elle a découvert ses mensonges répétés, sa double vie émotionnelle et ses manipulations subtiles mais constantes, qu'elle a réalisé la précision de son intuition initiale. Son corps, sa psyché, son instinct féminin avaient détecté ce que son mental rationnel ne pouvait pas prouver. Cette relation était toxique à un niveau profond. Cette expérience a transformé la relation de Sophie avec sa propre sagesse intérieure. Elle a compris que son intuition n'était pas un défaut à corriger, mais un don à honorer. Cette reconnaissance l'a menée à explorer ce que Jung appelait l'archétype de la grande-mère, non pas seulement comme figure nourricière, mais comme force de protection féroce et de sagesse ancestrale. L'archétype de la grande-mère contient en effet deux aspects souvent séparés dans notre culture. La tendresse nourricière et la protection impitoyable. Une mère qui voit un danger menacer son enfant ne raisonne pas, ne négocie pas, ne cherche pas de compromis. Elle agit avec une force instantanée et absolue. Cette même énergie vit en chaque femme, attendant d'être réclamée et dirigée non seulement vers la protection des autres, mais vers la protection de son propre être sacré. Quand une femme se reconnecte à cette sagesse archétypale, quelque chose d'extraordinaire se produit. Elle cesse d'avoir besoin de preuves externes pour valider sa perception. Elle sait quand quelqu'un ment, même si elle ne peut pas le prouver. Elle ressent les intentions cachées, même quand les mots semblent bienveillants. Elle perçoit les dynamiques de pouvoir, même quand elles sont masquées par des sourires. Cette connaissance intuitive fonctionne sur des fréquences que la manipulation ne peut pas contrefaire. Les prédateurs émotionnels, les narcissiques, les manipulateurs habiles peuvent tromper l'intellect avec des mots bien choisis et des comportements calculés. Mais ils ne peuvent pas tromper l'intuition féminine éveillée. Elle sent leur véritable énergie, leur véritable intention, leur véritable nature. Jung comprenait que cette capacité représentait une forme d'intelligence différente mais égale, sinon supérieure à l'intelligence rationnelle. Il la voyait comme un accès direct à l'inconscient collectif, à ces courants profonds de sagesse qui traversent l'humanité depuis des millénaires. Cette sagesse se manifeste de nombreuses façons. Cette sensation dans l'estomac quand quelque chose ne va pas, cette coïncidence qui vous guide vers la bonne décision, cette voix intérieure qui vous avertit du danger, cette certitude inexplicable sur la nature véritable d'une personne. Toutes ces manifestations de l'intuition féminine deviennent des outils de navigation précieux quand elles sont honorées et cultivées. La femme qui a récupéré sa sagesse intuitive devient effectivement psychiquement invulnérable. Elle ne peut plus être facilement dupée, manipulée ou détournée de sa vérité. Elle navigue dans le monde avec une boussole intérieure fiable, capable de distinguer l'authentique du faux, le sain du toxique, l'amour véritable de la manipulation déguisée. C'est pourquoi ils essaient si fort de vous faire douter de votre savoir intérieur. Car une femme qui fait confiance à son intuition devient impossible à contrôler, impossible à manipuler, impossible à diminuer. Elle devient une force de nature guidée par une sagesse plus ancienne et plus profonde que tout leur jeu psychologique. Quand vous vous connaissez vraiment, leurs mots rebondissent sur vous comme des flèches frappant l'acier. Cette métaphore capture parfaitement ce qui se passe quand une femme atteint ce que Jung appelait l'individuation complète. Elle développe une sorte d'immunité psychologique aux manipulations extérieures. Cette immunité ne vient pas de la dureté ou de l'indifférence. Elle naît de quelque chose de beaucoup plus profond, la connaissance absolue de qui vous êtes, combinée à l'acceptation totale de votre propre nature. Quand vous connaissez vos forces et vos faiblesses, vos lumières et vos ombres, vos dons et vos défis, les tentatives des autres de vous définir perdent tout pouvoir sur vous. Jung expliquait que la manipulation fonctionne en exploitant nos zones d'inconscience, ces parties de nous-mêmes que nous ne connaissons pas ou que nous refusons d'admettre. Le manipulateur cherche ces points aveugles et les utilise contre nous. Il peut exploiter notre culpabilité non résolue, notre besoin non reconnu d'approbation, ou nos peurs non intégrées. Mais quand vous avez fait le travail d'exploration intérieure, quand vous avez cartographié votre psyché avec honnêteté et compassion, ces leviers de manipulation cessent d'exister. Vous connaissez vos faiblesses, mais vous ne les craignez plus. Vous reconnaissez vos défauts, mais vous ne vous en défendez plus avec désespoir. Prenons l'exemple de Nathalie,
qui pendant des années avait été terrorisée par les colères de sa mère. Sa mère utilisait sa rage comme une arme, créant des scènes dramatiques chaque fois que Nathalie osait poser une limite ou exprimer un désaccord. Nathalie avait développé un système complexe d'évitement, se pliant en quatre pour maintenir la paix, sacrifiant ses propres besoins pour éviter les explosions maternelles. La transformation de Nathalie a commencé quand elle a compris une vérité fondamentale. Les émotions des autres ne lui appartenaient pas. La colère de sa mère révélait l'état intérieur de sa mère, pas la valeur ou la véracité des actions de Nathalie. Cette compréhension l'a libérée de la responsabilité épuisante de gérer les réactions émotionnelles des autres. Quand sa mère a eu sa prochaine crise de colère face à une limite que Nathalie avait posée, quelque chose de différent s'est produit. Au lieu de paniquer, de s'excuser ou de reculer, Nathalie est restée calme et centrée. Elle a observé la tempête émotionnelle de sa mère comme elle observerait un orage. Impressionnant, mais pas personnellement dirigé contre elle. « Maman », a dit Nathalie avec une voix stable, « je vois que tu es en colère. C'est ton droit. Mais ma décision reste la même. » Et elle a maintenu sa position sans se justifier, sans s'excuser, sans chercher à convaincre. Cette réaction inattendue a complètement déstabilisé le pattern habituel. La colère de sa mère, qui trouvait habituellement une cible réactive en Nathalie, n'avait plus rien sur quoi s'accrocher. Elle s'est épuisée d'elle-même, révélant sa véritable nature. Un mécanisme de contrôle qui ne fonctionnait que si la cible y réagissait. Cette expérience illustre parfaitement ce que signifie devenir psychologiquement intouchable. Ce n'est pas l'absence de sentiments ou d'empathie, c'est la capacité à rester centré dans votre propre vérité, même quand d'autres tentent de vous en déloger émotionnellement. Jung parlait de cette qualité comme de la souveraineté psychologique, la capacité à gouverner son propre espace intérieur sans ingérence extérieure. Une femme souveraine psychologiquement ne peut pas être manipulée par la culpabilité, parce qu'elle sait distinguer la culpabilité légitime de la culpabilité manufacturée. Elle ne peut pas être contrôlée par la peur, parce qu'elle a fait face à ses peurs et les a intégrées. Cette souveraineté crée ce que Jung appelait un temno, un espace sacré et protégé autour de l'individu. C'est une frontière énergétique invisible mais puissante qui repousse automatiquement les énergies toxiques tout en attirant les connexions authentiques. Les personnes toxiques sentent instinctivement cette frontière et réagissent de deux façons. Soit elles intensifient leurs tentatives de manipulation, ce qu'on appelle l'extinction burst, soit elles perdent tout intérêt et se dirigent vers des cibles plus vulnérables. Dans les deux cas, votre paix intérieure reste intacte. Ce niveau d'intégrité psychologique transforme également la qualité de vos relations. Les personnes authentiques se sentent en sécurité dans votre présence parce qu'elles savent que vous ne jouerez pas de jeu psychologique avec elles. Elles savent qu'elles peuvent être vraies avec vous parce que vous êtes vrai avec vous-même. Ce n'est pas juste de la guérison personnelle, c'est de la guerre spirituelle. Car dans un monde qui profite du doute de soi et de la division intérieure, une femme complètement unifiée et consciente d'elle-même représente une révolution à elle seule. Votre guérison ne vous sauve pas seulement, elle libère chaque femme qui vient après vous. Cette vérité transforme complètement notre compréhension du travail personnel. Ce que nous prenons souvent pour un voyage individuel révèle sa dimension collective et transgénérationnelle. Jung comprenait que l'inconscient collectif relie tous les êtres humains à travers des courants invisibles de conscience partagée. Quand une femme brise les chaînes de la programmation toxique, quand elle récupère sa voix et sa souveraineté, elle ne change pas seulement sa propre réalité. Elle modifie la fréquence collective de ce qui est possible pour toutes les femmes. Cette dynamique s'observe particulièrement dans les systèmes familiaux dysfonctionnels. Ces systèmes maintiennent leur équilibre toxique en désignant certaines personnes pour porter la conscience et la culpabilité que les autres refusent d'assumer. Traditionnellement, ce rôle du porteur de symptômes ou du bouc émissaire revient souvent aux femmes les plus sensibles et conscientes de la famille. Mais quelque chose de révolutionnaire se produit quand cette femme refuse de continuer à porter ce fardeau. Quand elle pose des limites claires, quand elle refuse de porter les émotions non résolues des autres, quand elle sort du rôle de thérapeute familial non rémunéré, tout le système doit se réorganiser. L'histoire d'Amélie illustre parfaitement cette dynamique. Amélie était la confidente officielle de sa famille, celle vers qui tout le monde se tournait avec leurs problèmes, celle qui médiait tous les conflits, celle qui maintenait la paix en absorbant toutes les tensions. Elle portait le poids émotionnel de 3 générations de traumatismes non résolus. Quand Amélie a commencé son propre travail de guérison,
elle a progressivement cessé d'être disponible pour ce rôle. Elle a arrêté de répondre aux appels de détresse de sa sœur à 3 heures du matin. Elle a refusé de jouer l'arbitre entre sa mère et sa tante. Elle a posé des limites claires sur les sujets qu'elle acceptait de discuter. La réaction initiale de la famille a été intense: colère, culpabilisation, tentative de manipulation pour la ramener dans son ancien rôle. Mais Amélie avait développé cette immunité psychologique dont nous avons parlé. Elle est restée ferme dans ses nouvelles limites, bienveillante mais inébranlable. Progressivement, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Sa sœur, privée de sa thérapeute habituelle, a été forcée de chercher une aide professionnelle pour ses problèmes. Sa mère, ne pouvant plus décharger sa frustration sur Amélie, a dû commencer à prendre responsabilité de ses propres émotions. Le système familial, déstabilisé, a commencé à évoluer vers plus de santé. Mais l'effet le plus profond s'est manifesté dans la génération suivante. La fille adolescente de sa sœur, témoin de cette transformation, a commencé à développer des limites saines qu'aucune des femmes de sa lignée n'avait jamais possédées. Elle a vu qu'il était possible d'être aimante sans être exploitable, forte sans être cruelle, indépendante sans être égoïste. Cette transmission transgénérationnelle révèle la véritable puissance de l'individuation féminine. Jung parlait de l'archétype du guérisseur blessé, celui qui transforme sa propre blessure en source de guérison pour les autres. Mais pour les femmes, cette guérison va au-delà de l'individuel. Elle brise les chaînes invisibles qui ont entravé des générations entières. Chaque femme qui refuse de perpétuer les schémas toxiques, qui dit non à la culpabilisation, qui choisit l'authenticité plutôt que l'approbation, crée une brèche dans l'inconscient collectif. Elle démontre qu'une autre façon d'être est possible. Elle ouvre un chemin que d'autres pourront suivre. Cette responsabilité peut sembler lourde, mais Jung nous rappelait que nous ne sommes jamais seuls dans ce processus. L'inconscient collectif contient non seulement les schémas de souffrance, mais aussi les archétypes de guérison et de transformation. Quand nous nous alignons avec ces forces positives, nous devenons des canaux pour la sagesse ancestrale et la guérison collective. C'est pourquoi votre parcours compte plus que vous ne le savez. Chaque limite que vous posez, chaque vérité que vous osez exprimer, chaque moment où vous choisissez votre authenticité plutôt que leur confort, vous participez à une révolution silencieuse mais puissante qui libère l'essence féminine de ces chaînes millénaires. Vous ne guérissez pas pour devenir quelqu'un de nouveau, vous vous souvenez de qui vous avez toujours été. Cette réalisation marque la fin du voyage de retour à soi et le début de la vie authentique. L'archétype féminin souverain que Jung envisageait n'est pas une création artificielle ou une performance sociale. C'est le retour à votre nature essentielle, débarrassée de tous les conditionnements et expectations qui l'ont obscurcie. Cette femme souveraine se meut dans le monde avec une grâce naturelle qui vient de l'alignement parfait entre son être intérieur et son expression extérieure. Elle n'a plus besoin de prouver sa valeur parce qu'elle la connaît intimement. Elle n'a plus peur du rejet parce qu'elle ne rejette aucune partie d'elle-même. Elle n'a plus besoin de contrôler les autres parce qu'elle maîtrise parfaitement son propre espace intérieur. Cette femme inspire naturellement les autres, non par ses paroles mais par sa présence. Elle donne la permission aux autres d'être authentiques simplement en incarnant cette authenticité elle-même. Sa liberté intérieure donne aux autres la permission de chercher leur propre liberté. Jung voyait dans cette évolution continue la beauté du processus d'individuation. Il n'y a pas de point d'arrivée final, mais une spirale ascendante de conscience et d'authenticité croissante. Chaque défi devient une opportunité d'approfondir la connaissance de soi. Chaque relation révèle de nouveaux aspects à intégrer et à célébrer. Vous êtes cette femme souveraine en devenir. Votre sensibilité est votre force. Votre intuition est votre guide. Votre authenticité est votre protection. Et votre guérison est le cadeau que vous offrez au monde. Si ce message vous a trouvé aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Vous faites partie de cette lignée de femmes qui choisissent la vérité plutôt que le confort, l'authenticité plutôt que l'approbation. Partagez votre histoire dans les commentaires, votre courage inspire d'autres femmes à se souvenir de leur propre pouvoir.